Marhaba bikoum, donc dans cette deuxième partie de l'émission Rétro Info de la semaine, on avait commencé donc la première partie, la loi donc criminalisant la colonisation française qui a été adoptée avec des réserves. On parle de 13 articles, donc pas d'excuses, pas de réparation. Mais aussi cette émission, l'émission Un compliment d'enquête diffusée sur France 2 intitulée Rumeurs et coups tordus, la guerre secrète France-Algérie, la PS qui fustige qui a fustigé France 2 et l'accuse de désinformation sur l'Algérie. Alger donc s'en prend à l'émission et convoque le chargé d'affaires. Et bien sûr, on va terminer cette émission avec cette révision technique de la Constitution et la sortie de Boualem Boualem sur l'absence de Chingriha. Le directeur de cabinet de la présidence donc, a répondu aux rumeurs sur l'absence de Chingriha au Conseil des ministres du 28 décembre donc, dernier. Une sortie, bien sûr, qui soulève beaucoup d'interrogations, mais qui nous en renseigne aussi sur des éventuelles fissures au sein du sérail. Avant de donner la parole à nos invités, rappelons qu'on a avec nous donc ce soir Hamid Lelou, directeur de Run for Democracy en Algérie, qui est avec nous depuis Washington. Adel Khalef, consultant international en télécom et bancaire et économie, qui est avec nous depuis Londres. Djihad Halimi, militant politique, qui est avec nous depuis le Canada, Montréal. Avant de donner la parole à Hamid, deux titres donc, de la presse nationale. TSA, absence de Chingriha au Conseil des ministres, Boualem Boualem s'exprime. Le directeur de cabinet de la présidente de la République, Boualem Boualem, a répondu aux rumeurs sur l'absence de Chingriha au Conseil des ministres du 28 décembre dernier. Le Matin d'Algérie a titré Amendement constitutionnel, la sortie inhabituelle de la présidence face aux spéculations sur l'opposition de l'ANP. Donc a titré Le Matin d'Algérie. On regarde ces images, la réunion donc concernant la révision technique de la Constitution, mais aussi la loi électorale. On regarde ces images et je reviens à vous juste après. Tous chargés par le président de la République, le directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, a présidé hier au Palais des Nations une conférence consacrée à la présentation et au débat des projets d'amendement technique de la Constitution et de la loi organique relative au régime électoral en présence du Premier ministre Sifir Riyeb. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la volonté du président de la République de veiller à consacrer l'approche du dialogue et de la concertation avec l'ensemble des acteurs politiques pour renforcer le processus démocratique et consolider l'état de droit et des institutions. L'amendement de la Constitution constitue, dans l'ensemble des pays du monde et en droit comparé, un outil pour s'adapter aux mutations politiques ou sociales, accompagner le développement économique, renforcer la place des droits de l'homme, réorganiser les pouvoirs publics, faire face à certaines crises ou encore honorer les engagements internationaux. En revanche, l'amendement technique de la Constitution, objet du débat, représente un outil d'habilitation constitutionnelle visant à combler les lacunes du texte fondamental en vue de traiter les situations ambiguës ou contradictoires entre les dispositions qui apparaissent lors de leur mise en œuvre effective. Plus de 5 années après la promulgation de la Constitution de 2020 et suite au parachèvement de l'édification institutionnelle qui en découle, la pratique sur le terrain dans l'organisation et le fonctionnement de certaines institutions constitutionnelles et instances publiques a mis en évidence la nécessité d'améliorer certains aspects purement techniques, je dis bien purement techniques, des dispositions constitutionnelles portant plus particulièrement sur 10 points. Voilà, donc la question de la révision technique de la Constitution, beaucoup se sont posé la question, qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi on choisit le directeur de cabinet de la présidence, Boualem Boualem, pour expliquer cette révision technique. D'abord, Hamid Lelou, bien sûr, si vous voulez revenir un peu sur ce qui a été dit par notre ami Djihad Halimi, mais aussi Adel Khalef,
sur la question des relations algéro-françaises, vous pouvez le faire, vous êtes libre, mais on va donner le maximum de temps par rapport à cette question de la révision technique, nous dit-on, de la Constitution. Hamid Len. Oui, bien sûr, rapidement. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, vous m'avez invité à cette émission. Il y avait Jamaldine Benchenouf, que je salue au passage. C'était votre deuxième invité. Et à l'époque, je vous avais dit, des voyous qui courent après un voyou. Je n'ai pas changé d'avis. L'État français est un État démocratique qui se comporte aussi comme je l'avais décrit à l'époque. Vous savez, le cœur de ce problème, ils savent Hamid Lello. pertinemment qui lui donne les informations. Les informations sortent du sérail, elles sortent d'Alger. Donc, il ne faut pas nous casser la tête avec un YouTuber ou je ne sais pas quoi. La source, elle est là, ils la connaissent, ils savent qu'ils le font. C'est un conflit interne. Ce genre d'activité fait beaucoup de mal à notre combat. Voyez-vous, on parle de choses ridicules, bêtes, comme les a bien décrit Si Adel, au lieu de parler de notre combat pour l'Algérie indépendante, pour une Algérie prospère et qui avance. On va perdre notre temps à parler de ces voyous. Et cette complicité de la France, parce que la France aussi manipule cette histoire, me fait poser des questions. Pourquoi? Euh, parce que, parce que le Hirak, il est réduit à un état de spectateur passif, dans le meilleur des cas. Parce qu'en réalité, il y a des gens que je pense qui sont sincères et qui sont tombés dans ce piège et qui mélangent militantisme sincère, propre, clean pour le pays et ce genre de comportement. Et je ferme cette parenthèse. Moi, je suis fatigué de parler de ça. Vraiment, je suis hors de moi. Je me bats, je passe un temps énorme pour défendre l'Algérie, les Algériens qui aspirent à leur liberté et à leur indépendance. Et voilà, ils nous sortent ce genre d'histoire. Le sujet de la deuxième partie, un non-événement. Un non-événement parce que les choses, elles se décident dans les coulisses. La constitution dont il parle, et ça me fait mal au cœur de la qualifier comme ça, un bout de torchon. Ils changent les articles comme ils veulent. Ils amendent, ils changent, ils écrivent. Souvent, ils ne comprennent même pas ce qu'ils écrivent parce que c'est en contradiction avec ce qu'ils font. Donc, c'est un bout de torchon et ça me fatigue aussi de parler de cette constitution. Nous n'avons pas d'État. Nous avons un régime voyou, un régime de police politique qui ont pris en otage nos institutions. Et il y a des gens sincères, honnêtes, intègres, engagés, qui aiment le pays et qui sont au pays, qui travaillent. Et moi, je le dis honnêtement, moi, je suis dans l'éducation. Je travaille avec un groupe d'Algériens, des éducateurs. Je ne donnerai pas plus de détails, où on fait des formations par visio. Il y a des gens qui travaillent. Et je sais qu'il y en a beaucoup dans les institutions. Mais ces mêmes personnes, elles sont prises en otage. Parce que le centre de décision, il est excentré. Il n'est pas là où il est. Ce n'est pas les bonnes personnes qui prennent les décisions. Donc, ils peuvent toujours nous dire que il y a un amendement de la Constitution, c'est un changement technique, ça ne touche pas au terme, le président aura deux termes, mais il n'y a même pas de président. Et d'ailleurs, ils peuvent le changer à tout moment, comme ils sont venus aujourd'hui pour prétendre qu'il y a un changement ou un amendement technique. La semaine prochaine, ils feront la même chose. Et enfin, l'autre monsieur qui ne participe pas aux réunions, il ne devrait même pas en faire partie. Qu'est-ce que c'est que ce régime pseudo-civil où c'est le militaire qui domine? Et d'ailleurs, excusez ma vulgarité, ce sont des généraux en carton, parce que les vrais généraux, et vous savez ce que j'en pense, les généraux ou bien les officiers supérieurs opérationnels, c'est des gens
Ni moi, ni personne d'autre ne connaît. Ils travaillent sur le terrain, c'est leur travail, ils ont une carrière, ils ont une mission, ils ont une vision, et ils travaillent, ils n'ont pas le temps de venir à la télévision et de faire du racolage. Je suis désolé, télévisuel. C'est ça les vrais. Et c'est ces officiers intègres qui me font croire que l'Algérie va s'en sortir. Moi, les généraux en carton que je vois à la télévision, d'ailleurs, souvent ils rentrent en prison, ils sortent, aucun scrupule, aucune honte à se montrer devant tout le monde. Honnêtement, cet amendement ou ce changement technique n'a aucune valeur. Et on ne devrait pas passer notre temps à en parler, mais malheureusement, l'opinion publique, euh, c'est notre devoir d'éclairer cette opinion publique et c'est pour ça qu'on le fait. Merci beaucoup Hamid Lello. Restez avec nous. Djihad Halimi, yani sur cette communication inhabituelle, et on parle de directeur de cabinet de la présidence qui a présenté donc une série de 10 propositions de modification technique de la Constitution. Est-ce que cette façon de modifier la Constitution a été opérée auparavant? Beaucoup de juristes ont dit que le mot technique ne doit pas exister quand on modifie donc la Constitution, alors que la Constitution a été modifiée, nouvelle Constitution, on parle de la Constitution de 2020. D'abord, on va écouter Boualem, avant de vous donner la parole, Djihad Halimi, on l'écoute. Effectivement, le Conseil des ministres a étudié ces deux projets, après leur examen en Conseil de gouvernement, et a décidé de reporter leur examen, non pas en raison de l'absence du général de corps d'armée qui était en congé de fin d'année. Le report a été décidé pour permettre d'enrichir ces deux projets par les contributions des partis politiques. Donc, cela n'a rien à voir. Il s'agit de simples rumeurs. Voilà, donc Boualem qui a justifié l'absence du chef d'état-major, Saïd Chingriha, pendant donc le Conseil des ministres. Qu'est-ce que vous en pensez, Djihad Halimi? Pourquoi donc une révision technique de la Constitution? Je pense qu'il faut mettre un bémol sur le mot technique parce qu'une révision constitutionnelle est une révision constitutionnelle. Qu'est-ce qui constitue une révision technique, une révision psychologique, une révision de toutes sortes d'autres types? Je pense qu'ils vont créer un précédent pour habituer les Algériens et les Algériennes à des changements de constitution sans les implications réel, qui est, je pense, les 2 tiers ou du Parlement ou via un référendum. Moi, je pense aujourd'hui, ils sont là en train d'habituer les Algériens sur ce terme-là. Peut-être un jour, le changement du nombre de mandats d'un président devient un changement technique. Donc, il faut faire très attention par rapport à ces petits changements-là, parce que l'absurde, on ne plonge pas dedans, mais on se trouve graduellement dedans sans vraiment sentir ce changement brusque-là. Mais même avec ce changement-là technique, il y a, parmi ces changements-là, il y a un changement qui est absolument très dangereux. Comme vous savez, le peuple algérien, en 1954, il y avait besoin d'institutions. Puis il a commencé par créer la première institution de l'État algérien, qui est l'armée nationale, l'armée de libération nationale. Cette armée-là, elle a été construite, bâtie par le peuple algérien. On a donné nos enfants. Puis je me rappelle très très bien, des femmes algériennes, des familles algériennes, ils ont donné leurs bijoux pour financer cette armée-là. Donc ça, c'était une institution que nous avons créée lors d'un moment de besoin. Donc tout le monde comprend l'importance de cette institution-là. Lors du Hirak aussi, suite au trafic des élections et le résultat ultime, où est-ce que ça nous a mené vers l'élection de quelqu'un presque mort à travers le trafic électoral. Le peuple algérien est descendu dans les rues pour demander le respect de sa volonté. Puis là, ils ont organisé un semblant de dialogue. Puis l'un des résultats qui est sorti de là, c'est une autorité indépendante d'organisation des élections. Et ça, si par exemple on est sorti de tout le Hirak avec
une réelle institution qui s'appelle l'Autorité nationale indépendante d'organisation des élections, moi je vous dirais que le Hirak ça aurait été un grand succès. Mais malheureusement, on sait comment notre régime fonctionne. Il nous donne théoriquement ce qu'on demande, mais en pratique, il enlève les prérogatives. Donc là, cette autorité-là existait, ça a donné certains bons résultats malgré le fait que Tebboune a été élu. Par exemple, la Constitution de 2020, le taux de participation était un taux tellement bas que le ministère de l'Intérieur, dans le temps, il n'aurait pas permis ce genre de taux-là de sortir en public. Donc là, avec ce changement technique de la Constitution, ils vont remettre tout ce qui est partie logistique de l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, le même ministère qui a trafiqué les élections pendant des décennies depuis notre indépendance. Donc ça, c'est dangereux. Ça, c'est comme un recul sur un acquis, je dirais un pseudo-acquis du Hirak. Donc là, on est en train de vider l'autorité nationale indépendante des élections de sa mission, de son sens, de sa raison d'être. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Maintenant, sur l'utilité de ce genre de loi, il faut se rappeler, à chaque fois quand je vois des gens, des responsables de chez nous, se rencontrer dans un lieu luxueux avec des costumes et tout ça, il faut se rappeler que ces gens-là, ils sont payés à partir de la caisse algérienne. Leur salaire, leur chauffeur, leur rythme de vie, même leur logement de fonction. Est-ce que c'est la priorité aujourd'hui? Est-ce que c'est la priorité aujourd'hui en Algérie de discuter de ces questions-là alors que le peuple sombre dans la pauvreté, alors que nos enfants quittent notre pays parce qu'ils ont perdu toute forme d'espoir à vivre une vie digne chez nous? Est-ce que c'est ça la priorité maintenant? Et malheureusement, encore une fois, le régime détecte certaines failles qui échappent à son contrôle, puis il essaye de mettre la main mise dessus. Rabbi yastor. Rabbi yastor, Djihad Halimi. Adel, avant de vous donner la parole, on va, nos amis de la régie, pardon, je m'excuse, on va passer la vidéo 10, donc soundbite number 10 si c'est possible. On va écouter, puisque Djihad Halimi a parlé des chefs de parti et de ces partis donc, qui ont été présents lors de cette réunion concernant donc la révision technique de la Constitution et la loi électorale. On écoute donc les chefs de parti. C'est un dialogue franc. Il faut souligner que ce n'est qu'un amendement technique qui n'impacte pas l'essence même de la Constitution et ses articles intangibles. Et nous, au sein du Front de Libération Nationale, nous avons présenté de nombreuses propositions, aussi pour l'intérêt général, tenant compte des exigences de la prochaine étape, ce qui prouve que les réformes lancées après la révision de la Constitution de 2020 étaient un choix constant. Ces amendements étaient globalement fondés dans l'objectif de remédier aux insuffisances relevées lors de l'application de la Constitution de 2020. Nous saluons le courage des institutions nationales à ouvrir la voie au dialogue et de faire face à ces manquements. Nous avons apporté nos propositions, notamment en ce qui concerne la liste électorale, les nouvelles wilayas, et en ce qui concerne également les quotas et les sièges des représentants de la communauté. Je salue le dialogue qui s'est tenu lors de cette conférence sur des dossiers politiques importants qui concernent l'intérêt général national, la classe politique et le pouvoir politique, car les recommandations de ces consultations politiques vont certainement nous rassembler sur un accord commun. Des explications ont été apportées sur des articles concernés par cet amendement, ainsi qu'une lecture approfondie de ces articles afin qu'il y ait une cohérence avec les questions d'actualité. C'est une étape positive qui permet d'établir la culture du dialogue et la consultation sur les questions qui concernent la classe politique et le pays en général. La réforme du régime électoral que nous considérons au sein du FFS une nécessité absolue pour bâtir une démocratie représentative réelle et permettre aux partis politiques de jouer leur rôle et donner l'occasion aux Algériens de choisir leurs représentants.
Nous saluons cette procédure qui consacre une pratique constitutionnelle et de nouvelles traditions politiques en Algérie, et ce, à travers l'application des acteurs politiques à leur tête, les partis politiques notamment, en ce qui concerne la loi électorale. Au Front El Moustaqbel, nous portons un intérêt particulier à la loi organique portant régime électoral, qui a suscité un débat profond, notamment en ce qui concerne le contrôle d'habilitation des candidats et les listes électorales. Voilà, donc Adel Khalef, je sais que vous avez eu le plaisir d'écouter ces chefs de parti. La question qui se pose, c'est qu'on nous a présenté en 2020 donc cette constitution algérienne de 2020 qui a été initiée par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune a été présentée comme une étape historique et un acquis majeur pour consolider donc le processus démocratique, renforcer la primauté du droit et réorganiser les institutions. Elle vise à répondre aux attentes du Hirak en limitant les mandats présidentiels à 2, favorisant donc la société civile et améliorant la gouvernance. Donc, pourquoi une révision technique quand on a une constitution qu'on peut qualifier d'extraordinaire et qu'elle consolide le processus démocratique? Est-ce que l'Algérie a besoin de ça? Et pourquoi maintenant, d'après vous, Adel Khalef? Écoutez, très rapidement, parce que le temps là, actuellement m'est compté. Alors, je vais vous dire, d'abord, il faut se poser la question. Combien de fois avons-nous besoin d'apporter des rectificatifs à cette constitution? Alors, à l'époque de Bouteflika, même si lui était largement au-dessus des débats de ce qu'ils ont proposé aujourd'hui, parce que lui, même s'il a fait beaucoup d'erreurs, il a gaspillé beaucoup d'argent, c'était quand même un chef d'État, un homme d'État et puis un connaisseur de la diplomatie. Ce n'est plus tellement le cas aujourd'hui. On a fait une nouvelle constitution, on a annoncé une nouvelle constitution en 2020. Ah d'accord, donc en 2020, on n'avait pas vu les visions, on n'avait pas plutôt les visions que soudainement on a aujourd'hui. Si il y a besoin d'avoir une révision technique, pourquoi aujourd'hui? Et puis, pourquoi ce n'est pas un responsable constitutionnaliste, un spécialiste de la Constitution qui le dit? Pourquoi ce sont des gens de ce calibre-là qui le disent, de ce statut-là? Moi, je préfère avoir l'information de quelqu'un qui est un spécialiste de la Constitution, un constitutionnaliste qui doit donner des explications. Je n'ai pas besoin de parlementaires, moi, ou de ministres qui me parlent de ça. Je veux avoir des explications d'un constitutionnaliste. En 2020, et puis, hop, aujourd'hui. Ah, vous n'avez pas vu ça en 2020, vous l'avez vu aujourd'hui. Nous sommes en train de parler donc des mêmes responsables qui sont aujourd'hui en train d'affronter un simple petit bonhomme. Vous imaginez ce YouTuber? Aujourd'hui, on doit s'inquiéter parce que nous avons un petit YouTuber simple de 42 ans qui n'a qu'une chaîne YouTube et TikTok et qui a mis en branle et qui a causé une panique générale à tout un État et ses institutions. Vous imaginez si nous étions attaqués par un autre État avec ses services de renseignement, c'est-à-dire on va se faire décimer. C'est-à-dire un petit bonhomme, vous avez entendu parler, vous l'avez entendu parler. Meskin, bon, ce n'est pas grave qu'il n'ait pas un problème d'instruction, parce que vous voyez, Meskin, c'est un bonhomme qui n'est pas instruit, il n'a aucune structure intellectuelle, Meskin, c'est pas grave. Mais un bonhomme qui ne sait même pas parler, qui n'arrive même pas à conjuguer le verbe être ou à l'infinitif, il a mis la panique à tout un État et ses institutions. Nous avons un grand problème, monsieur. Et puis bon, pour finir, j'avais un chef de cabinet qui est en train de parler et faire des déclarations par rapport au chef d'état-major de l'armée. Mais attendez, c'est-à-dire, regardez le bricolage. Pourquoi c'est le directeur de cabinet qui d'abord, il fait des déclarations à côté du Premier ministre? D'abord, vous savez, le chef d'état-major, et il est vice-ministre de la Défense, donc il est membre du gouvernement. Le chef de gouvernement, c'est le Premier ministre, c'est pas un chef de cabinet. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Depuis quand un Premier ministre, un chef de cabinet, il parle? D'abord, ça c'est une déclaration, normalement, elle aurait dû être faite par le Premier ministre. Même pas. Ça, c'est une déclaration qui concerne le chef d'état-major. Il nous dit, il est en vacances, il nous dit, il est ceci. Mais attendez,
ce n'est ni au Premier ministre de faire ces déclarations, et encore moins au directeur de cabinet, c'est au directeur de la communication de monsieur le chef du chef d'état-major. C'est au ministère de la Défense de faire des déclarations. On va l'écouter une deuxième fois et je vais vous rendre le micro. On va l'écouter donc ces déclarations. D'abord, il faut rappeler, cette vidéo a été supprimée du site donc An-Nahar. Après, donc, on l'a remise sur le site de la chaîne. On n'a pas compris pourquoi elle a été supprimée, pourquoi elle a été remise une autre fois, mais on va l'écouter une autre fois. On va écouter donc Boualem Boualem. Effectivement, le Conseil des ministres a étudié ces deux projets, après leur examen en Conseil de gouvernement, et a décidé de reporter leur examen, non pas en raison de l'absence du général de corps d'armée qui était en congé de fin d'année. Le report a été décidé pour permettre d'enrichir ces deux projets par les contributions des partis politiques. Donc, cela n'a rien à voir. Il s'agit de simples rumeurs. يعني عادل كما نقولوا احنا بالعاميه جاي كحلها عماها يعني pourquoi parler de l'absence du chef d'état-major Saïd Chengueriha et pourquoi donc ce projet a été donc présenté par le directeur de cabinet de la présidence, des questions que vous avez posées. Adel Khalif. Mais écoutez, très rapidement, comme je le disais il y a quelques minutes, le chef d'état-major de l'armée est un homme qui a un cabinet. S'il y a des informations à donner concernant cet homme, c'est à sa direction de communication du ministère de la Défense de le faire. C'est à son assistant personnel ou un représentant ou à la limite le secrétaire général du ministère de la Défense de le faire. Qu'est-ce qu'a fait ici le directeur de cabinet يعني وش خدمتك انت تهضر على رئيس الاركان الجيش. Ce n'est pas son boulot. Son travail, c'est directeur de cabinet de la présidence de la République. Son travail, c'est de représenter le président de la République au niveau des institutions, au niveau de certaines personnes, etc., dans des cas particuliers. À la limite, en général, bon, tout dépend des pays, mais comme un pays en France, un directeur de cabinet de la présidence de la République s'occupe des affaires internes de l'Élysée. En Algérie, bon, on va dire, il y a un peu d'élasticité, mais même, le chef d'état-major, qui sont en vacances, qui sont en soins, qui sont en déplacement. Il y a un cabinet au niveau du ministère de la Défense. C'est au cabinet du ministère de la Défense de faire des déclarations sur le chef d'état-major. C'est aussi simple que ça. Donc, l'amateurisme. Moi, je pense que derrière tout ça, il y a un agenda quelque part qui m'est un peu flou. Mais en tout cas, vous savez, je conclus par cela parce qu'il va falloir malheureusement que je saisisse l'occasion pour vous saluer tous parce que je dois me retirer maintenant partir pour des raisons professionnelles. Je pense que nous sommes dans un amateurisme tellement consternant que notre République... Vous savez, je suis désolé de le dire, enfin, c'est pas un truc très méchant que je vais dire, mais je vais faire un petit passage très rapide. Vous savez, quand on est un incapable, quand on est un amuseur de la galerie et on s'installe dans un palais, ça ne fait pas de nous un grand homme, c'est le palais qui devient Kouri. Je pense qu'il y a un grand problème dans les institutions de l'État. Je pense que nous sommes aujourd'hui dans un pouvoir civil qui a besoin d'être revu, corrigé, diplomatiquement, politiquement, économiquement. Je pense que nous sommes dans une médiocrité métastasée. Je suis outré et je suis navré. J'espère bientôt, Inch'Allah, notre République aura à sa tête des hommes dignes de ce nom. Merci beaucoup, Adel Khalif. Je rappelle que vous êtes consultant international en télécom et bancaire et économie. Vous étiez avec nous depuis Londres. Merci pour votre temps. Hamid Lellou, quand on voit la sortie de Boualem Boualem, on se pose des questions. Bien sûr, l'absence même du chef d'état-major, le Saïd Chengueriha, pendant donc, le Conseil des ministres qui a été évoqué par le directeur de cabinet, lui qui a dit que pour des raisons de vacances, de fin d'année,
Est-ce qu'on est dans cette logique de lutte clanique? Est-ce qu'il y a des fissures au niveau donc du sérail ou là du régime? Comment peut-on lire cette sortie de Boualem Boualem concernant donc l'absence du chef d'état-major Saïd Chingrih? C'est possible, il n'y a pas de hasard. Et d'ailleurs, sur ce point, je rejoins Si Adel, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il y a des procédures, il y a le chef de cabinet qui devrait communiquer, etc., etc. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, d'ailleurs, je vais envelopper ma réponse. Là où je ne suis pas d'accord avec Si Adel, nous n'avons pas affaire à un petit YouTuber. Ça, attention, c'est ça qui est grave. Attention, attention. Il y a un groupe derrière lui qui est basé à Alger et qui lui fournit et l'information et l'intox. Les deux. Parce qu'il n'y a pas que des vérités. Donc dire que c'est un petit YouTuber, moi je ne suis pas d'accord. On parle de l'Algérie ici. Et c'est des choses très très graves. Euh, mais aussi, au début, j'avais dit qu'il faut qu'on passe aux choses sérieuses. Moins que leur pseudo-général soit à la retraite ou bien qu'il soit malade ou qu'il n'assiste pas aux réunions, l'essentiel, les décisions, elles ne sont pas prises dans les réunions qu'on nous montre à la télévision. D'ailleurs, souvenez-vous, février 2019, Louisa Hannoun Saïd Bouteflika et Toufiq, ils se réunissent dans une villa. Est-ce qu'il y a eu un protocole? Est-ce qu'il y avait la télé pour parler de tout ça? Et nous avons eu bruit de tout ça après. C'est-à-dire que s'ils l'ont fait à ce jour-là, ils le font tout le temps. C'est ces réunions de coulisses auxquelles nous n'assistons pas, auxquelles nous n'avons ni images ni vidéos, mais qui sont archivées entre eux et qui sont documentées parce que nous avons affaire à ce système de police politique. Donc, ce qu'ils nous montrent à la télé, ce n'est pas la réalité. Et il faut pas justement, il faut qu'on se réveille et qu'on ne laisse pas de temps ou le champ libre à ces pseudo-leaders pour nous imposer leur façon de faire, pour nous imposer leur agenda et leur programme. Et d'ailleurs, je profite, bientôt c'est l'anniversaire, le 7e anniversaire du Hirak. Il est temps pour nous d'opérationnaliser le Hirak, d'opérationnaliser notre lutte non violente. Je pense que nous passons trop de temps à parler des choses qui nous dépassent et qui n'ont pas d'impact positif mais qu'est-ce que cela veut dire? Je ne suis pas en train de critiquer votre émission parce que vous faites Hamid Lello, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut informer. Oui. Quand vous parlez d'opérationnaliser le Hirak, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, je rejoins l'idée de Jihad. Jihad, il a parlé d'organiser notre mouvement national. C'est un mouvement national, c'est le même mouvement de 54. Eh bien, il s'est créé en 2019. Cette fois-ci, c'est un mouvement non violent parce que c'est un conflit algéro-algérien, même s'il y a des interférences et des influences étrangères, mais ça reste algéro-algérien. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on crée une coordination nationale. Peut-être c'est difficile de le faire à l'intérieur. Souvenez-vous, on a parlé de l'aide ou bien de la contribution de la communauté algérienne à l'étranger. C'est elle qui a été très active et qui a fait basculer la lutte de libération entre 54 et 62. Faisons la même chose. On parle de l'histoire et on parle de nos chouhada et on les met au-dessus de nos têtes. On dit que c'est des gens exceptionnels, etc., etc. Ben, appliquons les mêmes principes. Il est temps, c'est le 7e anniversaire. J'espère que ce sera un moyen qui va faire le déclic où nous, qui nous connaissons à travers Al-Magharibiya, que je salue au passage et qui nous donne cette opportunité de nous communiquer. Je ne partage pas toujours les lignes éditoriales de Al-Magharibiya et c'est ça la démocratie, c'est comme ça qu'on veut l'Algérie du futur, une télévision qui donne l'opportunité à tous les courants politiques pour exposer et présenter leurs opinions sans pour autant
adhérer à toutes les idées qui sont véhiculées par la télévision. Et c'est la même chose. Je peux être d'accord avec Si Adel comme je peux être d'accord avec Si Jihad ou pas. Et il est temps pour nous opérationnaliser, c'est aller au-delà de ces théories et de cette critique négative. Soyons positifs en critiquant de façon constructive. Moi, quand je critique, je fais un constat de ce qui se passe, de ce qui est de la situation actuelle maintenant, brièvement, et sauter vite fait sur les projections. Qu'est-ce que serait l'Algérie future, l'Algérie indépendante telle que nous la voyons? J'ai envie, d'ailleurs, je profite tout de suite pour faire une proposition, j'ai envie que votre chaîne crée des programmes spéciaux où il y a des spécialistes d'économie, des relations internationales, des constitutions, de la diplomatie, etc., où on peut débattre sur des thèmes spécifiques sur l'Algérie du futur. Parce que, oui, vous critiquez le régime, mais c'est quoi votre alternative? Qu'est-ce que vous proposez? Moi, j'essaie de le faire, mais j'ai une petite plateforme, mais j'aurais aimé que le Maghrébien nous propose ça, que nous donne cette opportunité où je vais parler avec Jihad. C'est quoi votre diplomatie? Comment vous voyez la diplomatie du futur? Quels sont les mécanismes? Pourquoi la diplomatie aujourd'hui ne marche pas? La même chose sur l'économie, la même chose sur les finances. Adel, masha'Allah, c'est un financier. Et le peuple algérien a envie d'écouter les choses de la part de Adel, de la part de tout le monde, de Karim, de Lies, de Kamel, de moi et de tout le monde. C'est ça qu'on a. Et c'est ça qu'il faut faire. Et j'espère que cet anniversaire sera ce déclic. Et moi, j'y crois. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lellou. Djihad Halimi, sur cette séquence qu'on a vue avec ces déclarations de Boualem, le directeur de cabinet de la présidence, à côté de lui, donc le Premier ministre, Sifi Ghreib, et là, il parle de l'absence du chef d'état-major au Conseil des ministres daté du 28 décembre dernier. Là, on se pose la question, bien sûr, sur la forme, mais aussi sur le fond. Comment notre pays est géré, avec ces contradictions, avec ces luttes intestines ou luttes claniques. Et malheureusement, on est en train d'évoluer dans les mêmes schémas. Il n'y a pas eu de changement pour beaucoup d'observateurs. L'Algérie nouvelle n'a rien de pratique nouvelle. C'est juste un slogan. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de ternir l'image de l'Algérie, mais aussi d'exposer notre pays, non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur? En l'absence d'un vrai état de droit avec des autorités ou gouvernements et des oppositions qui peuvent agir, qui peuvent se structurer, qui peuvent organiser des dialogues, malheureusement, la stabilité de l'Algérie vient de la stabilité du régime. Et notre régime, il est stable quand les différentes ailes du régime sont en harmonie. Et c'est de là où est-ce que ça vient l'importance de la présence ou l'absence de Séché Guéréha. Donc, est-ce que l'aile militaire, elle est d'accord? Est-ce qu'ils sont corrects? Est-ce qu'ils sont d'accord avec la direction de l'équipe de Tebboune pour gérer les affaires courantes de l'Algérie nouvelle? Ça, c'est extrêmement important. Parce que si c'est pas le cas, ça veut dire que le régime n'est pas stable et ça veut dire que l'Algérie n'est pas stable parce qu'il n'y a pas d'autre alternative, malheureusement. Donc, ça, c'est de là où est-ce que ça vient l'importance de cette question-là. Mais encore une fois, je reviens sur ce qu'a dit Hamid et je suis d'accord avec lui à 100%. Écoutez, votre chaîne, vous faites un travail extraordinaire pour décortiquer, pour essayer d'analyser
les décisions du régime et pour montrer au peuple algérien que c'est pas le salut de l'Algérie, ça vient pas de là. C'est un rôle extrêmement important. Mais je partage sa vision pour dire que le Maghrébia, elle peut être un vecteur d'échange d'idées. Comme vous le savez, un bon footballeur, c'est pas un footballeur qui court toujours derrière le ballon, mais c'est un footballeur qui anticipe où est-ce que le ballon va être. Donc là, courir toujours après les nouvelles puis les analyser, c'est bien, c'est excellent. Mais de consacrer peut-être 1 heure, 2 heures pour parler de comment on peut s'organiser, c'est quoi notre vision de l'Algérie, ça va aider beaucoup la cause. Et je pense qu'on tombe dans le côté constructif où est-ce qu'on ne peut pas nous accuser que vous faites que critiquer, vous n'avez rien à proposer. Votre chaîne, c'est un excellent accomplissement. C'est un groupe d'Algériens qui se sont mis ensemble pour, financer des gens comme vous, pour travailler et contribuer à ça. Puis, et cette chaîne-là, elle arrive chez nos compatriotes en Algérie, un peu partout. Je pense que ça serait bien d'utiliser 2-3 heures par jour pour communiquer la vision d'une Algérie différente, celle qu'on ne voit pas dans les télévisions régulières. Mais ce que vous faites déjà, c'est excellent et félicitations. Barakallahu fikum. Allah يبارك فيك. Djihad Halimi, est-ce que vous avez mentionné aussi, mais aussi Hamid Lello, la question aussi est posée sur le rôle de l'opposition, mais aussi est-ce que cette opposition est à la hauteur des défis que connaît notre pays? On connaît très bien sûr, on fait l'analyse du régime, le constat de la situation, mais de l'autre côté, on dit souvent qu'il n'y a pas de projet d'alternative, que l'opposition n'est pas à la hauteur de ce projet d'alternative. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette question? Souvent, l'opposition est attaquée sur ce point. Est-ce que vous parlez de l'opposition officielle en Algérie ou l'opposition qui est réprimée, qui ne peut pas s'organiser? Bien sûr, l'opposition qui demande qu'il y ait un changement pacifique en Algérie. Et je pense Hamid a parlé de cette opposition, de quelques figures. On peut parler aussi du RCD qui n'a pas été invité donc, dans cette réunion. On voyait donc les chefs de parti s'exprimer. Je parle de cette opposition. C'est ça. Premièrement, l'opposition réelle en Algérie, ils ont tellement baissé le plafond de l'acceptable que pour faire l'opposition d'une façon officielle, il faut être à plein ventre. Tu sais, tu peux pas. On a vu les chefs de parti, comment ils se suivaient, puis ils disaient qu'ils valorisaient les dialogues. Ils n'ont pas la moindre critique. Il n'y a pas de moindre critique. Maintenant, en ce qui nous concerne, on est des Algériens et des Algériennes. Notre pays, il est très haut dans notre liste de priorités, mais on a d'autres priorités aussi. On a des engagements familiaux, on a des engagements professionnels, on a des engagements sociaux. Puis en plus de ça, on nous empêche de se rencontrer, on nous empêche de nous financer parce que, qu'on le veuille ou non, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Dès qu'on commence à ramasser de l'argent ou à essayer de faire quelque chose de financier, on va nous organiser 1, de blanchissement d'argent, 2, financement du terrorisme. Mais je pense que c'est pas une excuse. Nous, on doit agir, on doit travailler ensemble, il faut trouver des moyens. 1, on peut pas travailler dans des salles, mais il y a des alternatives, il y a les Zooms, il y a tout ça. Mais encore une fois, même si on rencontre sur des plateformes virtuelles, il y a toujours la présence ou le soupçon de présence des oreilles du régime. Donc encore, même là, si on arrive à se réunir, le climat et notre expérience passée, ça nous dit qu'il y a de l'infiltration. Mais tout ça, ça ne devrait pas être des excuses pour se dire « Ah, la Ghalb, on fait rien ». Moi, je pense que tout ça, c'est des défis. Il faut surmonter ces défis-là. D'ailleurs, le Hirak, il était à son point plus fort au début, quand l'objectif, c'était clair. Ça, c'était un objectif clair, simple, possible de le réaliser, et ça a été un objectif mobilisateur dans les différentes catégories de la société algérienne. Même des gens à l'intérieur des institutions de l'État, ils sympathisaient avec cet objectif-là et ça a fait la différence. Mais cet objectif, c'était aussi le point le plus faible de la demande du changement parce que c'était un objectif, c'était très facile de le contourner. Tu changes un pion par un pion, puis finalement, c'est bon, votre objectif est atteint.
Donc là, on a échoué, je le dis, je l'assume, on a échoué dans la transition de Maken Khamsaya Bouteflika vers la définition du changement. C'est quoi le changement qu'on veut? Et on peut dire, après 7 ans, ce changement-là, les grandes lignes, elles sont présentes. On parle d'une société qui respecte les droits et les libertés, par exemple les droits et les libertés individuelles, des médias libres, une justice indépendante et une autorité indépendante réellement pour l'organisation des élections. Mais tout ça, c'est des gros objectifs, là. Ils sont hypothétiques. C'est des grosses bouchées, là. On ne peut pas les attaquer comme ça. Là, il faut définir une stratégie pour avoir des petites bouchées qu'on est capable de mâcher sans s'étouffer. Donc, par exemple, l'indépendance de la justice, c'est un point très, très gros et c'est une question de vie ou de mort pour le régime. Mais est-ce qu'on peut attaquer le régime sur un point, par exemple, écoutez, votre constitution que vous avez passée, elle garantit les droits et les libertés, elle garantit le droit de manifester. Commencez tout d'abord par respecter vos propres lois. Nous, en tant qu'opposants, si on peut s'organiser pour avoir des avocats en Algérie, qu'on paye évidemment parce que les avocats aussi ils ont besoin de vivre, pour attaquer la constitutionnalité des décisions répressives du régime. Là, tu vas leur dire, écoutez, vous ne respectez pas vos propres règles. C'est pas moi qui est supposé être victime du 87 bis, qui la demande du changement hors du cadre constitutionnel. C'est vous, vous ne respectez même pas votre constitution. Et c'est ça, le fait de se rencontrer comme ça. Une émission qui est, c'est quoi le changement que vous voulez? Une émission Film Arabia annoncée, c'est ça. Ça va être bénéfique, ça va clarifier les visions. Et comme vous savez, c'est pas une émission ou deux qui va régler ce problème-là. Ça met la réflexion à l'intérieur de la tête de chacun d'entre nous. On va penser à ça, puis je suis sûr qu'on peut arriver à une solution. Très bien, restez avec nous, Djihad Halimi. Hamid Lello, très rapidement, comment peut-on arriver à un changement dans un contexte très difficile sur l'échelle intérieure, mais aussi les défis extérieurs, les défis sécuritaires, les défis géopolitiques. On est en train de voir et d'assister à un changement brutal du monde, Hamid Lello. Est-ce que vous pensez que l'opposition pourra convaincre le régime en place qu'il y a une alternative et que c'est même dans l'intérêt du pouvoir de s'ouvrir et de penser donc à changer de système pour faire face à tous ces défis, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs? Il faut déjà qu'elle se constitue, cette opposition. Cette opposition est un amas de particules qui sont désintégrées et il faut créer cette masse. C'est mon background scientifique qui me fait parler. Donc, pour créer cette masse qu'on appellerait l'opposition, c'est de mettre ensemble ces éléments qui sont un petit peu, qui gravitent en l'air. Et c'est pour ça que je parlais de l'opérationnalisation du Hirak. C'est ça, c'est la partie opérationnelle. Et pour faire, justement, il faudra identifier le problème. Il faut redéfinir le problème ou bien, comme vous avez posé la question, comment est géré l'État? L'État algérien ou l'Algérie est gérée par un groupe informel et illicite. Déjà, il faut se mettre d'accord là-dessus. Halimi, c'est difficile de défier les lois d'un régime si vous ne reconnaissez pas ce régime de police politique. Mon problème, je suis dans une logique de désobéissance civile. Je ne peux pas me battre contre un régime qui est sur place et qui met tous les mécanismes de son côté pour me barrer la route. C'est impossible. Vous ne pouvez pas le faire. On a essayé, ça ne marche pas. Encore une fois, c'est le 7e anniversaire du Hirak. C'est quoi le slogan? J'ai toujours parlé qu'il y a des gens, des personnes honnêtes, intègres au sein des institutions qui vont travailler de manière honnête. Il suffit qu'elles se libèrent. Qui c'est qui va libérer ça? C'est le peuple algérien. C'est à travers cette organisation. Donc il faut qu'on crée finalement, après 7 ans, il faut qu'on crée cette coordination, ne serait-ce qu'au niveau de la diaspora à l'étranger. C'est faisable, on peut le faire.
Et c'est ça la solution. Il faudra qu'on passe par là. À l'intérieur, c'est muselé, c'est fermé, c'est pas possible et on ne peut pas leur demander l'impossible. Nous ne sommes pas moins algériens que les Algériens qui sont en Algérie. Il ne faut pas nous complexer avec ça. Moi, je n'ai aucun complexe. Les gens qui me disent, ah, l'intérieur qui prend le dessus sur l'extérieur, ça c'est de la foutaise. Ça n'a jamais été le cas pendant la libération. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis aussi algérien que n'importe quel autre Algérien qui est en Algérie. Et si ma contribution peut aider au changement positif en Algérie, et parce que opérationnellement parlant, c'est possible, parce qu'on peut se rencontrer, parce qu'on peut travailler, et chiche, qu'ils m'accusent de ce qu'ils veulent ou de quoi que ce soit. Ils sont qui pour m'accuser? Justement, nous, à l'étranger, nous parlons et nous travaillons dans un cadre qui est différent. Qu'est-ce que j'ai à faire de 87 bis? Le 87 bis ne m'empêche pas de dormir. Merci beaucoup. Me déchoir de la nationalité ne m'empêche pas de dormir. Oui, les gens qui sont sur le territoire national, au pays, oui, ça a un impact direct. C'est pas à cause d'eux que je vais perdre mon boulot. C'est pas à cause d'eux que je vais aller en prison ici. Donc, le 87 bis, il est caduc. Il n'a aucune valeur pour moi parce que je suis justement à l'étranger et c'est ça le véhicule du changement. Nous sommes le véhicule du changement. Si Adel, si Salmi et tous ceux, la diaspora, nous sommes le véhicule. Qu'on le veuille ou pas. Merci beaucoup, Hamid. Algérie, vous ne pouvez pas faire le changement sans nous. Il faut que ça commence par les Algériens à l'étranger. Et après, ça viendra. Djihad Halimi, je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit mot. Moi, je pense qu'il y a une différence entre l'intérieur et l'extérieur. Moi, j'allais souvent en Algérie, mais depuis le Hirak, comme vous savez, j'ai pas été. Donc, avoir cette connaissance du contexte actuel en Algérie, ça aide beaucoup. Donc, le fait qu'on soit à l'étranger, je mets beaucoup de bémols et j'hésite beaucoup avant de me prononcer. Donc, ça me donne une vue de distance, mais je manque de détails de la vie réelle là-bas. Merci beaucoup, Djihad Halimi. On est arrivé donc à la fin de cette émission. Merci à mes invités. Hamid Lello, directeur de Run for Democracy en Algérie. Vous étiez avec nous depuis Washington. Merci à vous, Si Hamid. Merci. Djihad Halimi, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Montréal. Merci à vous et merci à Adel Khalef qui était avec nous aussi dans cette émission, consultant international en télécom et bancaire, télécom bancaire et économie. Il était avec nous depuis Londres. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et après, comme ça, on va